Bien joué avec Giroud. Oh, Sivroy, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Il l'a vu. Ça fait 4. Oui, c'est passé dans le dos, le centre. Lucas. Allez, second poteau, Pavard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de 300% Sport pour une nouvelle émission 300% Bleu. Donc dans cette émission, on va bien évidemment parler de l'actualité de notre équipe de France. En ma compagnie au micro, Glenn Gonidec. Bonjour Clément. Bonjour Glenn et Joachim Crézé. Bonjour Clément. Alors, on va commencer cette émission par écouter un extrait de Danemark-France. Que c'est bien fait avec Damsgaard sur le côté gauche. Attention à l'enchaînement du centre pour Dolberg. Et le but du Niçois prêté à Séville, qui n'était pas titulaire avec Séville, qui retrouvait la sélection, qui retrouve la confiance ce soir. Et le chemin défilé 1-0 pour le Danemark avec ce but de Dolberg. À gauche. Avec, ça y est, ils ont collé quand même quelqu'un sur Delaney. Le ballon frappé par Eriksen au deuxième poteau. Andersen est tout seul. La remise de la tête. Faut que quelqu'un y aille dessus. La frappe derrière. Et le but de Skovholsen. C'est pas possible d'être aussi passif défensivement avec encore le garçon qui se retrouve tout seul sur le deuxième ballon. Pas le premier cette fois-ci. Sur le deuxième ballon. Skovholsen tout seul, tranquille, qui ajuste Areola. Une frappe demi-volée. Plein cadre, plein fer. 2-0 pour le Danemark. Agressivité. Ouais. Faire pour le Stade Rennais. La rapidité, la vitesse de Mbappé. Mbappé, la frappe. L'arrêt de Schmeichel. Encore une chance peut-être pour un coup de coude derrière. Il est phénoménal. Schmeichel ce soir, tout simplement phénoménal. Donc on va débriefer le match Danemark-France. Donc Joachim, une question pour toi. Notre équipe de France nous avait rassuré contre l'Autriche, mais elle a tout simplement pris l'eau à Copenhague. Comment expliquer une telle débâcle ? Oui, tu as raison Clément, l'équipe de France a tout simplement pris l'eau, malgré 20 bonnes premières minutes, très clairement, ils se sont bien lancés, il y avait vraiment techniquement de belles combinaisons, et voire même de belles occasions. Malheureusement, l'équipe de France n'a pas réussi à conclure, et voilà, sur leur premier temps faible, ils ont malheureusement pris l'eau, comme tu l'as dit, c'est vraiment dommage. C'est vrai que dans le dos des Pistons, c'est de là que vient le premier but, dans le dos de Benjamin Pavard qui ne se replace pas assez vite, et une fois le premier but pris, on a pris l'eau sur les coups de pied arrêtés, donc c'était très compliqué. On prend un but de Skovholsen sur un mauvais dégagement, donc l'équipe de France a fait quand même pas mal d'erreurs et paye un gros temps faible de 20-25 minutes. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris l'eau. Après, derrière, le Danemark a été très solide, mais si la France a pris l'eau, c'est parce qu'elle a eu un gros temps faible, et défensivement c'était pas super rassurant non plus. Glenn, doit-on relativiser cette défaite parce que on a fait quand même une excellente première demi-heure, parce qu'on a tiré plus au but que nos adversaires, voire même parce qu'on a plein de blessés, ou alors il faut vraiment s'inquiéter? Non, il faut quand même un peu s'inquiéter, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont potentiellement pris en équipe de France et qui font des prestations catastrophiques. On peut parler de Kamavinga qui a coulé après 20 minutes de jeu, Dayot Upamecano qui n'a jamais été présent dans le match, Pavard qui a fait un match... c'est du Pavard quand en équipe de France, il est pas du tout... Il était pas dedans, il est pas du tout dedans depuis maintenant la Coupe du Monde 2018, et c'est comme ça pour beaucoup de joueurs, donc on peut s'inquiéter, même s'il manquait quand même des cadres, notamment même Varane en défense qui n'était même pas titularisé, Pogba, Kanté, voilà, on va pas citer tous les blessés, mais cette défaite reste inquiétante, surtout à si peu de temps de la Coupe du Monde, faire une prestation aussi catastrophique que ça, ça peut faire peur, surtout quand on connaît notre groupe et qu'on sait qu'on va les rejouer, ces Danois, et qui nous font mal, car on a perdu quand même nos 2 matchs de Ligue des Nations contre eux. Joachim, il ne faut pas l'oublier, mais le Danemark est notre futur adversaire à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe depuis sa demi-finale à l'Euro lors de l'été 2021 ?
Comme je l'ai dit premièrement, déjà c'est une équipe qui est très solide défensivement. Quand l'équipe de France a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, elle se doit peut-être même de marquer comme elle l'a fait contre l'Autriche. Mais c'est vrai que face à eux, il y avait un grand gardien. Face à eux, il y avait une belle défense. Ce grand gardien se nomme Kasper Schmeichel. Et il a de super défenseurs comme Andreas Christensen, qui joue maintenant au FC Barcelone, mais aussi j'ai envie d'évoquer le jeu des latéraux avec Melle et il me semble Christensen aussi de RB Salzbourg. Donc vraiment on a vu une très belle équipe danoise, très solide défensivement, qui nous a inquiétés avec ses latéraux. On pense Melle qui prenait le dos des pistons, notamment de Benjamin Pavard, puis bien évidemment Christian Eriksen, le maestro, ou encore bien évidemment Scovelsen. Quel joueur, c'est une pépite incroyable. Il vient de Bruges, du club Bruges. On ne le connaissait pas vraiment, mais c'est un super talent gaucher qui a fait une superbe action avec un contrôle pied gauche, une frappe pied droit. Donc c'est vraiment un super joueur. Kasper Dolberg est capable de sortir de sa boîte à tout moment. Il a du talent. Donc vraiment cette équipe danoise, elle est très très forte et on a hâte de voir ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Et on peut même dire que cette équipe danoise est favorite par rapport à l'équipe de France à la Coupe du Monde dans le groupe D. Glenn, le fait de perdre 2 fois en 4 mois contre nos futurs adversaires à la Coupe du Monde, est-ce que cela peut jouer dans la tête dans la rencontre du mois de novembre ? Oui, ça peut jouer, mais ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut décourager une équipe qui se dit qu'ils vont encore perdre une nouvelle fois, une troisième fois, mais ça peut aussi piquer, se dire qu'ils ont perdu 2 fois, ils ne perdront pas une troisième fois, et qu'ils vont se donner à fond pour justement pas perdre ce match contre le Danemark. Parce que perdre 3 fois d'affilée contre le Danemark, ça fera très mal au moral et surtout à l'ego, surtout pour certains joueurs. Et donc pour moi, ça peut piquer dans les deux sens, ça peut faire mal et donc ne pas se relever face à une équipe danoise pendant la Coupe du Monde, mais aussi ça peut piquer dans le bon sens et se dire avoir une réaction d'orgueil et ne pas perdre un 3e match d'affilée contre ces Danois. Joachim, on va parler maintenant des joueurs individuellement et notamment de Kylian Mbappé. En l'absence de Karim Benzema, le joueur du Paris Saint-Germain avait l'occasion d'enfiler le costume de leader offensif, voire de star de l'équipe de France qui porte sa sélection. A-t-il été décevant sur ce rassemblement ? Un peu oui. Contre l'Autriche, il a marqué, certes, mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de déchets chez Kylian Mbappé. Par contre, contre le Danemark, il a carrément forcé son jeu et c'est totalement contre nature. Même s'il a toujours sa vitesse qui lui permet de créer des occasions, d'avoir des combinaisons comme contre l'Autriche avec Olivier Giroud, je trouve qu'il a trop manqué de précision et qu'il doit encore se montrer un peu plus altruiste pour être bien meilleur. C'est vrai qu'en l'absence de Karim Benzema, il avait l'occasion de montrer presque entre guillemets que c'était son équipe de France. Finalement, ce n'a pas été le cas du tout. Il a été bien décevant, même contre l'Autriche, même s'il marque, je l'ai trouvé assez décevant, mais avec le PSG récemment, avant le rassemblement, il n'était pas non plus super bon, donc il est un peu sur sa lancée. On va espérer qu'il va élever le niveau, qu'il va avoir son pic de forme à la Coupe du Monde. C'est un rendez-vous un peu manqué, mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a la Coupe du Monde pour se rattraper. Glenn, une présence à la Coupe du Monde semble devenir légitime. C'était celle d'Olivier Giroud, notamment son 49e but en carrière en bleu contre l'Autriche. Cette prestation moyenne vient-elle donner raison à notre sélectionneur Didier Deschamps, réticent en fait d'amener le joueur de l'AC Milan au Qatar ? Bah non, pas du tout, parce que si on reste dans cette logique-là, il ne prendrait pas quasiment aucun joueur de cette équipe. Mbappé serait laissé à la maison alors. Giroud a fait une performance moyenne, certes, mais contre l'Autriche, c'était lui l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est un joueur exceptionnel, il mérite amplement d'être en équipe de France, rien que pour battre le record de Thierry Henry, rien que pour récompenser ses performances qu'il fait au Milan AC. Car au Milan AC, c'est lui l'arme offensive avec Léao. Et pour moi, s'il n'est pas en équipe de France, c'est l'une des plus grosses erreurs de Didier Deschamps, car depuis 10 ans quasiment, c'était l'attaquant de l'équipe de France, c'était une référence, c'était lui tout le temps qui faisait du bien à l'équipe, qui marquait tous les buts de l'équipe. Et donc ne pas avoir Giroud pour la Coupe du Monde 2022, ça fera très mal à l'équipe de France. Juste un petit mot, là, est-ce qu'il y a de la concurrence avec Olivier Giroud ? Je ne pense pas. Olivier Giroud semble être le 2e meilleur avançant français derrière Karim Benzema. Wissam Ben Yedder n'est pas en forme. Sinon, on a vu des entrées de Nkunku, Kolo Muani, mais c'est d'autres profils. Je pense qu'Olivier Giroud a un profil atypique et qui, malgré sa prestation moyenne, il faut l'emmener au Qatar. Je suis d'accord avec toi, Glenn. Joachim, dans ce trio offensif, un homme a semblé surnager, voire retrouver un meilleur niveau que la saison passée avec les Bleus. C'est Antoine Griezmann. A-t-il consolidé, voire assuré sa place dans le 11 français pour le début du mondial ?
Oui, carrément. Je pense qu'il a clairement assuré, entre guillemets, cette place dans le 11. C'est vrai qu'au dernier rassemblement en juin, on voyait le fantôme, entre guillemets, d'Antoine Griezmann. Là, on a retrouvé un bon joueur qui était frais, qui techniquement a apporté sa patte. Et sur ce match contre le Danemark, c'est lui qui lance Kylian Mbappé, qui aurait pu nous permettre d'aller chercher le 2-1 après l'heure de jeu. Je pense qu'Antoine Griezmann a vraiment amené sa patte technique, et quand le début de match était bon, l'équipe de France techniquement était bonne. C'était aussi grâce à ce joueur. Il fait beaucoup d'efforts, et je pense que défensivement il est important. C'est lui qui va peut-être amener ce lien entre le milieu et l'attaque. Il va retrouver encore petit à petit son niveau, parce que je pense que là maintenant il est enfin sur une pente ascendante, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Et là il y a la Coupe du Monde qui arrive, et je pense qu'Antoine Griezmann va monter en puissance petit à petit, match après match. Glenn, un petit mot sur un joueur qu'on attendait tout particulièrement sur ce rassemblement avec les Bleus, c'est Ousmane Dembélé, qui n'a joué que quelques minutes en 2 matchs, notamment parce qu'il a été gêné au mollet. Doit-il quand même être sélectionné pour la Coupe du Monde ? Tout dépendra de ce qu'il va faire avec son club, le FC Barcelone, jusqu'à la Coupe du Monde. Là, depuis le début de saison, il fait vraiment de très très belles performances, et donc il mérite amplement d'être sélectionné. Donc il a intérêt à rester sur sa lancée, car les places sont très chères en équipe de France, et surtout il a intérêt à ne pas se blesser, comme il le fait très souvent. C'est un joueur très fragile, il devra faire attention. S'il veut participer à la Coupe du Monde, il devra avoir une hygiène de vie impeccable et faire des performances avec le FC Barcelone. Xavi lui a fait beaucoup de bien au FC Barcelone, il faut que ça continue, parce qu'un Ousmane Dembélé au pic de sa forme, ça peut faire très mal aux défenses adverses. Joachim, jamais depuis 2002 une équipe n'a été championne du monde avec un dispositif à 3 derrière. Cependant, Didier Deschamps a décidé d'évoluer dans ce système pour remédier à des difficultés défensives, mais les résultats sont toujours absents. Quels sont les défauts de ce dispositif au vu de son utilisation pour les Bleus ? Les défauts sont principalement défensifs. Déjà, on l'a vu hier. Je pense qu'il faut que nos défenseurs centraux soient parfaits, soient excellents dans les duels aériens. Et malheureusement, on l'a vu sur les coups de pied arrêtés. Ce n'a pas été le cas hier, en tout cas. Après, il n'y avait pas, j'ai envie de dire, le capitaine de la défense, Raphaël Varane. Certes, c'est vrai que le dispositif à 3 avait fonctionné lors de notre titre en Ligue des Nations, mais depuis, il ne donne pas vraiment satisfaction. À part Théo Hernandez au poste de piston, personne ne convainc vraiment. Il y a Kingsley Coman qui joue de temps en temps, mais ce n'est pas un pur piston. Jonathan Klaus est là, mais malheureusement il n'a pas le niveau requis pour être un titulaire indiscutable en équipe de France. Donc malheureusement il y a déjà 2 failles défensivement, les 3 défenseurs, les 2 pistons. Voilà, au milieu de terrain c'est moyen, mais bon, après je pense que voilà, il va falloir mettre les bouchées doubles derrière, en tout cas à la Coupe du Monde, être efficace, et peut-être que ça passera. Après, on a changé de dispositif. C'est vrai que j'ai regardé pour les équipes qui sont sélectionnées à la Coupe du Monde, le dispositif à 3 derrière est très très rare. Il faut très bien le maîtriser, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis bien longtemps. Glenn, si on a vu un Raphaël Varane énorme contre l'Autriche, ceux qui étaient à côté de lui n'ont pas forcément convaincu, notamment hier, mais pas que. Faut-il être très alarmiste sur le secteur défensif ? Non, je pense que c'est des nouveaux défenseurs qui sont pas totalement adaptés au dispositif, surtout qu'il y avait une moyenne d'âge très basse pour cette défense hier. Ça a joué des tours à l'équipe de France. Et on voit que sans un réel leader qui est Varane derrière, ça fait mal, on se fait avoir. Parce que personne n'a osé prendre les devants derrière, que ce soit Upamecano, Saliba ou Badiachil. Donc pour moi, Varane est indispensable à cette défense des Bleus, surtout s'il joue à 3 derrière. Joachim, là aussi dans l'entrejeu, beaucoup d'incertitudes. Pas de Kanté, pas de Pogba, pas de Rabiot pour l'instant. Tchouaméni a été en difficulté contre le Danemark, comme Kamavinga. Le secteur qui avait fait notre force est-il à la dérive ? C'est difficile à dire, je pense qu'il y a quand même du talent et il va falloir se baser là-dessus pour la Coupe du Monde. C'est vrai que Kamavinga, Tchouaméni, Fofana n'ont pas fait un très grand match, mais il vaut mieux être positif. N'Golo Kanté va revenir, il va être frais. Bon, Paul Pogba, ça va être un peu court, mais il y aura de la densité, du talent tout simplement dans notre milieu de terrain. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait un grand match, mais après, contre l'Autriche, on disait que notre milieu de terrain était performant, donc ça varie par rapport au match. Je pense que notre milieu de terrain va élever le niveau, il y a du talent. C'est vrai que ça avait fait notre force en 2018. On avait Blaise Matuidi, on avait Kanté, Pogba, parfois Tolisso. Donc c'est vrai qu'il y avait
du talent, mais je pense qu'on a peut-être encore plus de talent cette année. Maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles et au milieu de terrain faire de grandes performances. Glenn, on se souvient qu'en l'absence de Kanté et Pogba, Matteo Guendouzi et Boubacar Kamara étaient rentrés dans la rotation française en juin dernier, mais en septembre. Youssouf Fofana a beaucoup plus joué. Doit-il être sélectionné pour la Coupe du Monde ? Comme je l'ai dit pour Dembélé, ça dépendra de ses performances et des performances de Matteo Guendouzi par exemple. S'il fait de très bonnes performances avec Monaco, qu'il soit sélectionné, ça sera normal. Mais s'il fait des performances pas forcément mauvaises, mais moins bonnes que d'autres joueurs, il ne sera pas sélectionné. On verra aussi avec le retour, si par exemple un Pogba revient, si Kanté va revenir, même si je le pense fortement, ça dépendra de ça aussi, si les blessés vont revenir et à quel niveau ils vont revenir, si d'autres joueurs vont élever le niveau de jeu. Je pense notamment à Corentin Tolisso qui a beaucoup de mal en ce début de saison à Lyon. Voilà, donc on va voir avec la suite de cette saison. Ça va être vraiment un mois et demi très important pour tous les joueurs qui sont à un fil d'être sélectionnés en équipe de France, mais qui peut-être manquent un petit peu de niveau. Ça va être très important, et surtout pour Didier Deschamps de faire les bons choix pour la Coupe du Monde 2022. Joachim, entre petits nouveaux, Fofana, Badiachil, Kolo Muani, Lafont, Truffert, grand retour Dembélé, Camavinga, Upamecano, Veretout, Giroud, l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent-ils être amenés au Qatar, et si oui, lesquels ? Oui, je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent bien évidemment aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y en a, ça va être compliqué, notamment parce qu'ils n'ont pas joué. On peut penser à Veretout, on peut penser à Lafont notamment. Il y en a qui ont joué un petit peu, Kolo Muani notamment. Ça va peut-être être compliqué. On pense aussi à Truffert. Je pense qu'il y aura, avec le retour des blessés, ça va peut-être être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des joueurs qui ont fait leur grand retour. On pense à Dembélé, forcément, Giroud, j'en oubliais certainement d'autres. Mais voilà, je pense que ce genre de noms-là peuvent bien évidemment aller à la Coupe du Monde. Tu parlais de Fofana aussi, donc ce genre de noms-là peuvent aller à la Coupe du Monde. Ils ont pu convaincre Didier Deschamps parce qu'ils ont quand même, dans l'ensemble, été bons, même si hier c'était un peu plus compliqué contre le Danemark. Mais je pense que 2-3 noms peuvent aller dans cette liste très prochainement. Glenn, entre cette série catastrophique pour les Bleus, une victoire lors des 5 derniers matchs, les blessés, l'affaire Pogba, l'affaire Diallo, Amraoui, les révélations inquiétantes à la FFF, la France file-t-elle vers une catastrophe ? Non, parce que la France garde le meilleur effectif du monde pour l'instant à mes yeux, même si on connaît la malédiction du champion du monde qui normalement ne passe jamais les poules. Je pense que la France peut largement passer au-dessus de ça, et la France peut rester dans sa bulle et oublier toutes ces affaires qui tournent autour et se focaliser que sur un objectif, la Coupe du Monde, faire 2 Coupes du Monde d'affilée, ça serait vraiment magnifique. Donc je pense que les Français, les Bleus sont assez intelligents pour sortir de tout ça, se mettre dans leur bulle et se concentrer que sur leur performance à eux et pas sur les affaires des autres. Donc pour moi, l'équipe de France ne file pas du tout vers une catastrophe, mais n'est pas forcément au top de sa forme, mais c'est normal, il y a des hauts et des bas, et pour moi, ça va vite être réglé avec l'effectif qu'on a. Merci Glenn, merci Joachim, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Donc n'hésitez pas à déposer un avis, qu'il soit positif ou négatif, et à vous abonner à la chaîne YouTube de 300% Sport. Donc nous on se dit à la prochaine. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit, il est Et bien joué avec Giroud. Oh, Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. C'est passé dans le dos, centre, Lucas, second poteau, Pavard.